Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un seul homme. Ce qui se passe est plus silencieux que ça. Et donc plus dangereux. Pendant que vous vivez dans une économie qui se resserre, pendant que l'État parle le langage de la force, le pouvoir a commencé à se comporter comme un spectacle fermé, privé, détaché, pas pour convaincre, pas pour gouverner, pour tester jusqu'où l'instabilité peut aller sans conséquence. Ce n'est pas le chaos par erreur, c'est le chaos comme méthode. Et le problème, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est ce qui devient normal pendant que vous regardez ailleurs. Restez avec moi. Parce que ce que cela révèle n'est pas encore visible, mais une fois que vous le voyez, il devient impossible de l'ignorer. Et c'est précisément là que tout commence à basculer. Si on enlève les visages, les gestes, les excès visibles, ce qui reste est plus précis. Le système n'est plus contrôlé par des institutions cherchant la stabilité. Il est désormais guidé par une logique plus simple. L'attention, la domination par le bruit, la capacité à créer de l'incertitude plus vite que les mécanismes de correction ne peuvent réagir. Ce n'est plus la loi qui structure le tempo. Ce n'est plus l'économie réelle. C'est la mise en scène permanente d'un pouvoir imprévisible qui force tout le monde à s'adapter à lui au lieu de l'inverse. Quand l'instabilité devient la variable centrale, chaque crise cesse d'être une anomalie. Elle devient un test de tolérance, un test de soumission, un test de fatigue collective. Et pendant que vous cherchez un sens à chaque épisode pris isolément, le système, lui, avance déjà parce que le vrai déplacement ne fait pas de bruit. Il s'installe lentement et il change les règles sans jamais les annoncer. C'est là que le glissement commence, vraiment. Il y a eu un moment où ce genre de comportement aurait déclenché une alarme immédiate. Un moment où l'exception était encore perçue comme une rupture. Ce moment est passé. Avant, le pouvoir cherchait à paraître cohérent, même quand il échouait. Avant, il existait une frontière claire entre le sérieux de l'État et le spectacle. Aujourd'hui, cette frontière s'est dissoute sans débat, sans vote, sans annonce. Ce glissement ne s'est pas fait en un jour. Il s'est installé par répétition, par fatigue, par accoutumance. Chaque épisode, un peu plus absurde que le précédent, a été traité comme un simple excès. Chaque tension internationale comme une posture. Chaque choc intérieur comme une polémique de plus. Et c'est précisément pour ça que c'est dangereux. Parce que les systèmes ne s'effondrent pas quand tout va trop vite. Ils s'effondrent quand l'anormal devient routinier. Quand l'inacceptable cesse de choquer. Quand l'instabilité cesse d'être interrogée. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas une rupture. C'est le résultat final d'un déplacement lent, presque invisible. Et maintenant, ce déplacement commence à produire ses premières secousses réelles. À un moment donné, le système cesse d'être abstrait, il devient visible, brutal, impossible à ignorer. Pendant que le pouvoir se met en scène dans un espace fermé, luxueux, presque irréel, des forces de l'État sont déployées dans des villes américaines. Pas pour résoudre une crise économique, pas pour protéger des services publics, mais pour imposer la peur. Des agences, des gaz, des dispositifs de choc, des quartiers transformés en zones de test. Ce contraste n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence esthétique. C'est un signal. D'un côté, l'impunité ritualisée, de l'autre, la démonstration de force. Et entre les deux, aucune tentative d'explication, aucune justification cohérente. Regardez bien ce moment. Pas pour l'indignation, pour ce qu'il révèle. Quand un système commence à traiter ses propres citoyens comme un problème logistique et le pouvoir comme un spectacle privé, ce n'est pas une crise isolée. C'est un symptôme. Restez avec moi. Parce que ce que vous voyez ici n'est pas le cœur du problème. C'est juste la première fissure visible. Pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder sous la surface, pas les déclarations, pas les images, le mécanisme. Ce système fonctionne sur un échange silencieux. En haut, l'instabilité est utilisée comme levier. Elle détourne l'attention, elle désoriente les institutions, elle empêche toute réponse coordonnée. Pendant ce temps, les coûts sont déplacés vers le bas. L'incertitude économique n'est pas absorbée par le pouvoir. Elle est externalisée vers les travailleurs,
vers les locataires, vers ceux qui vivent déjà à la limite. Ceux qui bénéficient de ce modèle ne sont pas affectés par le chaos. Ils y prospèrent. Parce que le bruit protège, parce que l'imprévisibilité empêche toute reddition de compte. Quand tout devient instable, plus personne ne peut suivre la trace complète des décisions. Plus personne ne peut relier causes et conséquences en temps réel. Et c'est exactement comme ça que le système tient. Pas par la compétence, pas par la légitimité, mais par saturation. Ce n'est pas encore une rupture, mais c'est le point où le déséquilibre devient structurel. Et à partir de là, l'accélération est inévitable. À ce stade, le rythme change. Les événements se succèdent plus vite. Trop vite pour être digérés, trop vite pour être reliés. Une tension diplomatique, une menace militaire, un message public incohérent, une décision sans suite, puis autre chose. Immédiatement, rien ne reste assez longtemps pour être pleinement interrogé. Chaque choc efface le précédent avant qu'il ne produise une réponse. C'est comme ça que l'accélération fonctionne. Le système ne cherche plus à résoudre, il cherche à maintenir le mouvement, à empêcher l'arrêt, parce qu'un arrêt obligerait à expliquer. Et pendant que l'attention est fragmentée, les conséquences, elles, s'accumulent. Les alliances se rigidifient. Les marchés réagissent par nervosité. Les institutions deviennent défensives. Tout le monde anticipe le prochain choc sans savoir d'où il viendra. Ce n'est plus une série de crises, c'est un état permanent. Et quand un système atteint ce point, il ne ralentit pas de lui-même. Il continue jusqu'à ce que quelque chose cède. Et ce quelque chose, ce n'est presque jamais là où on regarde. À ce moment-là, le système vous atteint directement, pas en théorie, pas dans les graphiques, dans votre quotidien. Vous ressentez l'instabilité avant même de pouvoir la nommer, dans le prix du logement, dans l'incertitude du travail, dans cette sensation permanente que tout peut basculer sans avertissement. Vous adaptez votre vie à un futur flou. Vous reportez, vous réduisez, vous anticipez le choc suivant sans savoir ce qu'il sera. Et c'est là que le mécanisme devient personnel. Parce qu'un pouvoir instable n'a pas besoin de vous convaincre. Il a juste besoin que vous soyez trop fatigué pour résister, trop occupé à survivre pour analyser, trop isolé pour relier votre situation à un système plus large. Si vous êtes encore là, continuez. Parce que comprendre ce moment, c'est reprendre une forme de contrôle, pas une solution. Une lucidité. Et cette lucidité est rare. Elle est inconfortable, mais elle est nécessaire, car ce que vous vivez n'est pas un effet secondaire. C'est une fonction. Et maintenant, ce modèle commence à dépasser les frontières. À partir d'un certain point, ce type de système ne reste jamais contenu, parce que l'instabilité ne respecte pas les frontières. Elle se propage. Quand un pouvoir majeur devient imprévisible, les autres cessent d'attendre. Ils s'ajustent, ils se protègent. Ils anticipent le pire scénario, pas le meilleur. Les alliances changent de forme, pas par idéologie, par prudence. Des pays qui coopéraient commencent à se coordonner autrement. Des exercices deviennent des signaux. Des gestes défensifs sont interprétés comme des préparatifs. Et personne ne le dit clairement. Parce que le dire, ce serait reconnaître que le centre n'est plus stable. Ce n'est plus une affaire intérieure. C'est un problème systémique global. Les marchés n'aiment pas l'imprévisibilité. Les diplomaties non plus. Les équilibres de sécurité encore moins. Alors chacun construit des marges, des plan B, des filets de sécurité. Et plus ces filets se multiplient, plus le système central se retrouve isolé, réagissant à un monde qui ne lui fait plus confiance. Ce moment est dangereux parce qu'il est silencieux et parce que personne ne sait combien de temps il peut durer. C'est là que l'avenir commence à se diviser. À partir d'ici, le futur ne suit plus une seule trajectoire. Il s'ouvre en plusieurs directions, toutes plausibles. Aucune confortable. Première possibilité, l'ajustement. Le système absorbe une partie du choc. Les institutions apprennent à fonctionner malgré l'instabilité. Les marchés s'habituent. La population aussi. Rien ne s'effondre brutalement, mais tout devient plus étroit, plus rigide,
moins tolérant à l'erreur. Deuxième possibilité, l'érosion. Rien ne casse d'un coup. Les normes s'usent, la confiance disparaît lentement. Chaque décision est un peu moins crédible que la précédente, chaque promesse un peu plus fragile. Le système continue de tourner, mais à vide. Troisième possibilité, la rupture. Un choc mal anticipé, une escalade mal gérée, une crise économique qui rencontre une crise politique, pas forcément spectaculaire, mais irréversible. Aucune de ces trajectoires n'est choisie consciemment. Elles émergent de l'accumulation, de la fatigue, de l'incapacité à ralentir. Et le plus inquiétant, c'est que le système actuel rend ces trois options indiscernables jusqu'au moment où l'une d'elles s'impose. Il n'y aura pas de moment clair où tout le monde réalisera ce qui s'est passé. Pas d'alerte finale, pas de générique de fin. Les systèmes comme celui-ci ne s'effondrent pas sous les projecteurs. Ils se vident de l'intérieur. Ils continuent de fonctionner, mais plus pour ceux qui les regardent. Le danger n'est pas que le pouvoir soit instable. Le danger, c'est que l'instabilité soit désormais intégrée, attendue, acceptée, qu'elle cesse d'être perçue comme un échec et devienne une condition normale de la vie politique, économique, sociale. Si vous avez suivi jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que instinctivement, vous sentez que quelque chose ne colle plus, que les événements ne sont pas isolés, qu'ils obéissent à une logique que l'on ne vous explique pas. Ne détournez pas le regard maintenant, parce que ce qui vient ensuite dépend moins des annonces officielles que de ce que nous acceptons de considérer comme normal. Ce n'est pas une conclusion. C'est un point de suspension. Et si vous voulez comprendre ce qui vient après, pas les slogans, pas le spectacle, alors restez attentifs. Abonnez-vous, regardez le prochain épisode, parce que la phase suivante ne fera pas plus de bruit, mais elle laissera encore moins de place pour reculer.